BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à tous, merci d'être là, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Et oui, c'est reparti, vous le savez, comme chaque week-end, on plonge dans l'actu tech, à la fois sur la chaîne YouTube de BFM Tech dès le vendredi midi. Ça, c'est l'exclu. De quoi je me mêle arrive en priorité sur YouTube dès le vendredi midi. Le podcast audio aussi disponible à la même heure, avec quelques minutes en plus. Et puis, vous le savez, le week-end et le vendredi soir sur BFM Business, à la radio, à la télé. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver avec, en deuxième partie de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Costa du Labo Fnac, qui essaiera de répondre à cette question qui devient vraiment insoluble. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'offrir un PC pas trop cher ? C'est la période des soldes. On sait que le prix de la RAM est en train d'exploser. Les composants des PC explosent aussi. Le prix de ces composants explose. Est-ce qu'on a encore de bonnes affaires ? Lionel Costa a enquêté. Il nous dira tout à l'heure. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, un grand merci d'être là. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Le club de la presse IT avec cette semaine Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. On n'est pas encore en vacances. Non, ça se rapproche. Mais... Ouais, ça se rapproche. On voit, elle est là, hein, la ligne d'arrivée. Ouais, on la voit. Elle est là. On la voit qui se rapproche. Après, on est toujours content d'être là avec vous, mais bon. Bien sûr, on tire peut-être un peu plus la langue que d'habitude. Voilà, comme tout le monde. Mais vous savez, tout va bien. Il restera encore deux De quoi je mêle. On sera là la semaine prochaine et la semaine d'après, voilà. Et puis après, petit break, vous le savez, estival, et on reviendra toute fin août. Bien sûr, avec beaucoup d'actu, on y reviendra. Anthony Morel est avec nous, donc Good Morning Business, vous le savez. Et nous avons aussi Nicolas Guyot. Salut Nico. Salut François, salut Anthony, salut. Bonjour tout le monde. Comment va Clubic ? Écoute, Clubic se porte bien, toujours 26 ans là, ça y est, on a fêté 26. 26 ans. Ouais. Waouh. Comme de quoi je me mêle. Ben ouais, c'est ça. Hein. Là, On a fêté l'anniversaire en même temps. On a goûté ensemble. Voilà. C'est fou ça. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on a le même âge, dis donc, De quoi je me mêle et Clubic. Et tu en es le rédacteur en chef, bien sûr. Alors, dans l'actu, plein de choses, et on va commencer par ce breaking news. Vous savez, comme sur les chaînes d'infos. Breaking news, breaking news, breaking news. Et on attaque par cette info qui ne va pas plaire à tout le monde. Sony a annoncé il y a quelques heures vouloir arrêter le support physique sur la PlayStation 5. Fini les Blu-ray en jeu, Anthony, c'est terminé. 1er janvier 2028, ça s'arrête. On passe au tout dématérialisé et effectivement, à la fois, j'allais dire, on pouvait s'y attendre dans le sens où on voyait bien qu'on allait quand même de plus en plus vers le dématérialisé, que voilà, ils en vendent de plus en plus. Il y a même des consoles qui ne fonctionnent qu'en dématérialisé pour certaines d'entre elles. Mais la PS5 existe en version démat. Exactement. Et donc on voyait bien que ça allait vers ça. Et ils l'expliquent d'ailleurs comme ça. Ils disent maintenant les usages ont changé, les gens consomment de plus en plus de cette manière-là. Et je pense notamment au public jeune. C'est vrai que le public jeune, ils ont grandi avec Netflix, donc les séries en dématérialisé, Spotify, la musique en dématérialisé, et les jeux vidéo, que ce soit sur mobile, sur tablette et sur console et sur PC, de plus en plus aussi en mode démat. Donc c'est pas complètement délirant de ce point de vue-là. Mais pour tous les gamers qui se respectent, dont je pense vous faites partie comme moi et qui ont grandi avec les bonnes vieilles cartouches où tu allais acheter ton jeu Super Nintendo et dont tu disposais à vie du droit, j'allais dire, de vie et de mort sur ton jeu. En tout cas, tu le possédais réellement et tu en faisais ce que tu voulais. Tu pouvais le prêter à ton copain. Tu pouvais jeter la jaquette ou la garder. Tu pouvais le revendre éventuellement. Bref, tu avais un truc à toi. Et ben, le fait qu'on te dise maintenant, tout ça c'est terminé, on va passer au dématérialisé et donc tu n'auras plus qu'une licence d'utilisation à notre guise, si l'on peut dire, parce que finalement, c'est l'éditeur qui va décider de ce qu'il fait avec, de si un jour il veut arrêter de supporter tel ou tel jeu, de évidemment t'empêcher de le revendre ou de le prêter, parce que le dématérialisé ne permet pas ça. Bah finalement, pour les joueurs, je suis pas certain qu'on y gagne. Et sans compter l'attachement à l'objet physique. Moi, je sais que j'adore collectionner les jeux. J'ai j'ai ma collection. Je suis un peu rétro gamer et tout. J'adore avoir ma belle étagère avec mes belles jaquettes de jeux et toute ma collection avec les cartouches, les notices à l'intérieur. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la fin d'une époque. Alors, je sais pas si tout le monde est aussi désolé que moi de ce fait, mais moi, je trouve ça assez terrible. Moi, je pense que c'est on va dire une vision générationnelle. Peut-être que les jeunes sont moins comme ça parce que ils ont grandi et vécu dans le dématérialisé. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que Sony, c'est pas la
pour la première fois qu'ils nous font le coup. Je sais pas si vous avez suivi l'actu, mais la semaine dernière, ils ont enlevé de leur catalogue de VOD 500 titres que les gens avaient achetés, 5, 10 euros. Bah oui. Et ils ont reçu un mail en disant, vous savez quoi, ces titres que vous avez achetés, que vous aviez téléchargés sur la PlayStation, eh bien, on va les enlever, vous n'allez plus pouvoir les utiliser, alors qu'on les avait achetés. Est-ce que c'est des licences? Mais ça, c'est pas nouveau, en fait. Ça, c'est tous les jeux que vous avez chez vous, en fait, c'est des licences. Si l'éditeur décide de couper un serveur parce que c'est un jeu réseau, il y a eu le cas avec Ubisoft il y a quelques années. Ils avaient coupé les serveurs et les joueurs ne pouvaient plus jouer en ligne. Bah, tant pis, c'est marqué dans la licence. Donc les jeux ne vous appartiennent plus. Ce que vous achetez en dématérialisé sur les plateformes de streaming ne vous appartient pas non plus. Les films ne vous appartiennent pas. Donc il suffit qu'il y a l'histoire avec Sony, c'est une petite bisbille avec le studio Canal. Voilà, donc ils ont retiré tous les films studio Canal de leur catalogue, donc plus d'accès. Après, ce qui est bien, c'est que avec les jeux dématérialisés, probablement qu'on les payera 50% ou 70% moins cher. Non, Ça coûte vous avez marché là, vous y avez cru. La meilleure blague de quoi je me mêle. Et non, parce que c'est ça qui est rigolo. Bah, évidemment. C'est qu'on va payer le jeu exactement au même prix. Le même prix, alors qu'en théorie, t'as plus les frais pour produire le CD. Alors le packaging, si, parce qu'ils continueront à vendre des boîtes quand même, visiblement, avec des codes à l'intérieur. Donc on continuera quand même à produire et à produire. Bon, il y a quand même beaucoup moins de frais, évidemment, quand tu es en tout dématérialisé que quand tu es en mode physique. Tout le monde le comprend. Et pourtant, on voit bien que la tendance des prix, c'est plutôt d'aller vers le haut. Et en tout cas, ils coûteront pas moins cher. Ça, c'est une certitude. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que, en fait, là, on parle quand même de Sony. C'est comme Microsoft. On parle de jeux. C'est quand même du jeu grand public. C'est pas du jeu PC où on est déjà sur PC. On est quasiment passé tous sur Steam, sur les plateformes comme Steam. Où c'est super pratique, on a notre collection de jeux depuis des années. Là aussi, il y a des jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, mais parce que c'est des licences. Mais là, on parle quand même de jeux grand public. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai ma propre expérience. Moi, je viens de la montagne. Je peux vous dire que quand vous voulez télécharger un jeu sur votre PlayStation, il faut laisser brancher la console pendant 2 jours, quoi. Donc en fait, vous allez acheter une clé dans le supermarché du coin. Si vous habitez dans une zone où il y a toujours pas la fibre, il y a plein de zones où il y a encore que la DSL, voire rien. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que Sony rembourse l'abonnement téléphonique ou l'abonnement ADSL? Non, c'est sûr. D'autant que les jeux next-gen, c'est 20, 30, 50, 40, 100 gigas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucune limite. Ah oui, et ça va continuer à augmenter. Alors, il faut préciser que les jeux qui sont concernés, ce sera à partir de 2028, tous les nouveaux jeux. 1er janvier 2028. Voilà. Donc, ce ne sera pas le cas pour les jeux plus anciens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va passer au tout dématérialisé chez Sony et qu'en plus, ils vont probablement faire des émules, c'est-à-dire que probablement que Xbox va suivre derrière. Nintendo, je suis pas sûr. Alors c'est pareil, ils vont de plus en plus vers le dématérialisé. Il y en a déjà beaucoup. Nintendo, il n'y a plus de CD. Non, mais sur la Switch, t'as des cartouches. Ah oui, t'as les petites cartouches. Là aussi. Oui. Vous achetez un jeu. Oui, mais tu vois. Switch 2, c'est une chance sur 2 que ça rien. Oui. Mais alors, tu vois, tu parlais de l'attachement à l'objet. Tu disais, c'est un truc générationnel. T'as probablement en partie raison. Et en même temps, je vois aussi chez les jeunes, tu vois, ce retour à l'objet. On le voit, les jeunes, ils achètent des vinyles, par exemple. Les jeunes, ils achètent même des cassettes audio. Tu sais, t'as le retour de la cassette audio et avec plein d'artistes récents, contemporains qui sortent des cassettes audio. Et ceux qui achètent le Walkman qui va avec, c'est les jeunes générations. Donc t'as quand même ce truc, cet attachement presque charnel à l'objet, surtout pour des jeux auxquels tu es particulièrement attaché pour des raisons sentimentales ou parce que t'es fan. Moi, je sais qu'il y a certaines sagas que je suis depuis le début ou depuis très très longtemps. Et je veux avoir le jeu physique. Je pense des jeux comme Fire Emblem, par exemple. Alors c'est des jeux Nintendo, donc pour l'instant ils sont pas concernés. Mais par exemple, je les ai tous ou à peu près tous, et je les ai en boîte avec la notice. Et pour moi, c'est un vrai truc de collectionneur. T'as envie d'avoir ce truc-là parce que t'as un attachement, parce que ces jeux te procuraient des sensations, et t'as pas envie d'avoir juste un code à télécharger. Comme tu le disais, tu pourras acheter une boîte si tu veux. Tu pourras acheter une boîte avec le code à l'intérieur. Mais c'est pas la même chose. Il y a un côté statutaire aussi. C'est vrai quand tu récupères des boîtes de jeux d'il y a 20 ans, quand tu fais un tour dans tes archives, sous la boîte, t'as le mode d'emploi, t'as des petits leaflets. Ouais, mais ça, c'est très. Voilà. Oui, mais le dématérialisé, le cloud, le téléchargement, le haut débit est passé par là, les amis. C'est comme ça. Oui, mais je pense que ça devrait rester optionnel. Moi, moi, des fois, j'adore. Je télécharge des jeux aussi, mais pas ceux pour lesquels j'ai un attachement particulier. J'aime bien avoir l'objet physique. Et puis, après, on n'a pas parlé de plus important, mais c'est quand même le fait qu'on puisse ni prêter, ni revendre. C'est ça. C'est un enjeu qui est quand même énorme.
que, regarde, par exemple, tu as un code. Tu reçois un code d'un jeu, tu le télécharges, tu le désinstalles de ta machine parce que tu vas le vendre ou tu vas le prêter à quelqu'un, ben, ça marche plus. C'est ça l'idée. Ah, bah oui. De toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est ça le problème du dématérialisé. C'est que de toute façon, ils n'ont aucun moyen de savoir si globalement. En fait, si, ils devraient pouvoir le faire avec des clés. Mais je pense qu'il n'y a rien qui a été imaginé. Non, puis là, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est toujours pareil, si tu veux. Du point de vue d'un éditeur de jeux, comme du point de vue d'ailleurs de Netflix, l'enjeu, c'est le temps de cerveau disponible. Il n'est pas multipliable à l'infini. On n'a que 24 heures dans une journée, et donc le temps que tu peux passer sur un contenu, il est forcément limité. Donc si tu vends des jeux à une personne, tu as intérêt à ce qu'il n'ait pas la possibilité de le revendre d'occasion à quelqu'un d'autre qui va utiliser son temps de cerveau pour jouer sur ce même jeu qui a déjà été acheté une fois et qui ne rapporte rien lorsqu'il est vendu d'occasion. Il vaut mieux, évidemment, vendre un autre jeu, et donc tout l'intérêt, c'est de passer au dématérialisé pour empêcher le marché de l'occasion. Et c'est encore un clou dans le cercueil des Micromania, de tous ces trucs-là et tout, parce que je vous dis pas, c'est terrible. Quel intérêt, comme le disait Léa, qui produit cette émission, d'aller dans les magasins pour acheter un jeu, si tu vois, vendre des accessoires. Et puis ça va tuer le marché de l'occasion. Ah bah c'est sûr. Parce que finalement, tu vas pas pouvoir échanger tes codes, etc. Donc voilà, c'est dur. Hein. C'est toute une industrie et tout un secteur qui petit à petit est totalement en train de disparaître, quoi. Et c'est peut-être pas fini, parce que moi le truc, je le vois arriver gros comme une maison. On va aller vers les abonnements, parce que en fait le truc, c'est que une fois que t'as plus de jeux physiques, t'as du code, les gars à un moment ils vont se dire allez, maintenant ça fonctionne que par abonnement, comme pour Netflix par exemple. Cela dit, ça avait été tenté, toute la notion de cloud gaming, le Xbox Game Pass, Game Pass évidemment, ça. Je crois qu'ils ont du mal, mais parce qu'ils avaient mal positionné, ils ont baissé le prix du Xbox Plus. Vous avez aussi ça, Game Pass, ça aussi. Mais Google avait essayé avec Stadia à une époque. C'était Stadia. Mais c'est vrai que c'est la logique aussi des choses, c'est que quand la musique a été téléchargeable, au début elle était téléchargeable, c'est-à-dire qu'on téléchargeait un fichier qu'on conservait sur son ordinateur, sur son baladeur MP3, etc. C'était le modèle de iTunes. Et puis après, le streaming est arrivé. Pareil pour la vidéo, sans doute pour le jeu vidéo. C'est la suite logique de l'avancée technologique. Oui, mais voilà. Et tu vois, le truc, c'est que ça commence par des prix qui ne baissent plus. Et à un moment, tu bascules, tu dis, je prends un abonnement, ça va être plus simple, ça va coûter moins cher. C'est ça. Et donc voilà, toutes les petites astuces d'acheter des jeux d'occasion en disant celui-là je ne vais pas y jouer, je jouerai plus tard. Tu vas effectivement, j'ai un Micromania, t'es en train de faire totalement autre chose, c'est dans une galerie marchande, tu fais celui-là je le voulais absolument, tu le récupères, ça a coûté 5 balles ou 10 balles. Là, c'est fini, ça. Après, tu as des soldes aussi sur les boutiques en ligne. Sur Steam, typiquement, pour le PC, tu as les soldes tout le temps. Et c'est vrai que tu peux faire des affaires de dingue. Tu achètes des jeux incroyables. Oui, c'est vrai qu'il y a des promos et tout ça. Mais encore une fois, il y a cette notion de tu ne possèdes plus, tu as une licence d'utilisation. Moi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et puis, par exemple, tu achètes, comme le disait JD aussi, qui réalise cette émission, finalement, ce sujet fait beaucoup réagir tout le monde. Et même tous ceux qui travaillent avec nous du côté de la régie. T'achètes par exemple un jeu sur PS5, la PS6 sort. Quid de la rétrocompatibilité de ce jeu ? Est-ce que le code va marcher sur la future console ? Est-ce qu'il y aura une version adaptée ? On ne sait pas ça. En fait, tu es à la merci, c'est toujours pareil, des éditeurs et de ceux qui ont les plateformes. Exactement. Voilà. C'est toujours le problème. Quoi. Ouais. Bon, on a fait quasiment un quart d'heure sur ce sujet, mais en fait, comment dire, ça bouleverse plein de choses en fait. Tu ouvres une porte, ça en ouvre une autre. Et même pour les survivalistes, je déconne un petit peu là, mais en fait, à un moment tu te dis, c'est comme les livres en fait. Moi j'adore avoir des livres parce que je me dis, le jour où il se passe quelque chose, il y a une coupure de courant, il y a un machin, on est coupé, c'est la guerre, j'en sais rien. J'ai des livres, j'ai des jeux, j'ai de quoi de m'occuper de ça. Le jour de l'apocalypse nucléaire, il veut être prêt à jouer à FIFA. Voilà, pour mon bunker personnel au fond de mon jardin, voilà. Et là, avec le code et si j'ai pas d'internet, ça marche plus. Ça, c'est les vrais enjeux. Voilà. J'adore. Nico Guyot, dans son bunker. Avec ses boîtes de sardines. J'imagine trop, c'est ça. Ses boîtes de sardines. Pas de problème. Et son Call of. Et des bières, parce que je peux vous dire, là... Ça, ils sont pas encore dématérialisés. Profitons-en. Là, il faut quand même que tu aies au moins une pièce avec que des bières dans ton bunker. Parce que là, à consommer avec modération, les amis, bien évidemment. Tout cela. Tiens, on va rester dans un sujet qui a quelques, on va dire,
quelques points communs avec celui qu'on vient d'évoquer. Peut-être l'avez-vous suivi, les lunettes connectées Meta, on en a beaucoup parlé, vous le savez, les Ray-Ban Meta qui marchent très très bien. Meta a annoncé un truc cette semaine qui refroidit un peu quand même, parce que ils vont faire payer une fonction qui est intégrée dans ces lunettes, Anthony, et c'est inédit. Oui, absolument. Et on est un peu dans la même logique du tu possèdes jamais vraiment l'objet, ou plutôt on te vend un objet et puis ensuite il faut encore continuer à payer pour pouvoir en profiter pleinement. Donc vraiment c'est lié au premier sujet. Alors cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité concentration vocale que vous avez peut-être testé. En fait, c'est sur les lunettes Meta la possibilité d'avoir une augmentation du son de la personne qui se trouve en face de vous. En gros, quand vous êtes dans un environnement bruyant, vous allez avoir un son boosté, une sorte d'aide auditive intégrée aux lunettes, pour le dire simplement. Alors, c'est une fonctionnalité qui est très pratique, qui est vraiment assez bien fichue. Simplement, ce qu'a annoncé Meta, c'est que elle va être limitée, c'est-à-dire qu'on aura le droit de l'utiliser. Alors, je crois que c'est 3 heures par. Est-ce que c'est par mois ? C'est par mois, c'est ça. 3 heures par mois. Bon, ce qui est déjà pas mal, mais pour les gens qui veulent l'utiliser vraiment régulièrement, qui vont au-delà des 3 heures par mois, eh bien, il faudra payer un abonnement, et cet abonnement, ce sera 20 € par mois. Donc, c'est pas négligeable non plus. 20 € par mois à payer en plus du prix des lunettes qui sont déjà pas données, évidemment. Donc, en gros, on ajoute à la vente de hardware un modèle par abonnement, sachant que c'est une sorte de pilote, mais on peut imaginer que demain, ils ajoutent d'autres fonctionnalités qui pourraient elles aussi être payantes avec un supplément. Il faut comprendre que la traduction était aussi liée à ça. Alors c'est possible. C'est focus. Mais peut-être qu'ils vont l'ajouter pour la trad aussi. Hein. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est que, alors c'est pour ça, pour le coup, que ça fait aussi râler, c'est que c'est une fonctionnalité qui fonctionne en local normalement. C'est local, c'est une puce locale. C'est ça. Hein. Donc, c'est local. Et en fait, on ne sait pas s'il n'y a pas une licence en fait derrière, et que Meta en fait essaie de rentabiliser son Parce que tu dis si tu passais par le cloud, que tu utilisais beaucoup de ressources et tout, mais si ça fonctionne en local, je vois pas vraiment la justification, tu vois, de payer 20 balles par mois. C'est une qui doit pas leur appartenir à mon avis. Alors ils sont malins parce qu'ils te filent 3 heures, c'est ça. C'est ça. Pendant 3 heures, tu peux utiliser la fonction par mois, 3 heures par mois, et dès que tu dépasses les 3 heures, paf, ça coupe. C'est ça. Il faut payer. Et encore 20 €, c'est pas illimité après. Je crois que c'est après tu montes à 15 heures, pas plus. Ah ouais. Non, alors c'est ça. Moi je pense qu'il y a deux logiques intéressantes. La première, c'est de dire, et ça c'est une réalité aussi, mais je pense qu'on va de plus en plus s'en rendre compte, c'est qu'aujourd'hui on sous-paye l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les abonnements qu'on a, ChatGPT, Gemini, Claude, où vous payez 20 balles par mois, je parle pas de l'usage intensif en entreprise où tu vas payer au nombre de tokens et où là les budgets peuvent être considérables, mais pour ton abonnement en tant que particulier, 20 € par mois par rapport à la consommation que tu peux en avoir et ce que tu peux faire, c'est très très peu cher. Et je pense qu'ils ont une stratégie exactement comme l'a fait Netflix à l'époque, c'est tu commences très très peu cher et puis quand les gens seront accros, ils monteront les abonnements. Donc il faut s'attendre à ce qu'on paye plus cher. Et donc Meta, ils sont un peu dans cette logique-là aussi. Aujourd'hui, ils ont des investissements en infrastructure qui sont absolument colossaux, il faut bien aussi qu'ils rapportent de l'argent, ils ont des actionnaires, ils ont des comptes à rendre. Et donc, comment tu fais ? C'est qu'il faut aussi que tu monétises. Et donc tu monétises, tu vends ta paire de lunettes, très bien, mais il faut aussi que tu ajoutes du revenu récurrent, comme on dit, et le mieux pour un fabricant de hardware, c'est si tu peux vendre le hardware et puis ensuite avoir un abonné captif qui va te payer 20 balles par mois, même s'il n'utilise pas la fonctionnalité. Pour moi, il y a quand même deux problèmes. C'est que déjà, leur IA, elle n'est pas ouverte. Donc, excuse-moi, en fait, le truc, moi, je voudrais, pour avoir des Ray-Ban, sincèrement, c'est pas non plus la meilleure IA du marché. Non, loin de là. Voilà. Donc, tu dis, tu rajoutes un Gemini par-dessus, c'est quand même, voilà. Et puis, on a tous des abonnements. C'est-à-dire à se dire, ça, l'Union européenne, il va falloir qu'elle mette un peu le nez là-dedans, quoi. C'est qu'en fait, on a déjà plein d'abonnements. Tu dis, attends, je vais pas rajouter encore un abonnement Meta. Mais surtout 20 balles par mois pour cette fonctionnalité, mais c'est dingue. Alors après, tu as le droit à un SAV Premium et je sais plus quoi d'autre. Super. Super, voilà. Je pense que tu auras aussi aux IA sur les plateformes de Meta. Mais après, imagine, tu achètes un produit Apple, tu achètes des AirPods Pro 3. Ils ont aussi ce système de préamplification. Voilà. Et là, d'un coup, Apple se réveille en disant, les gars, en fait, c'est payant. Ouais, mais c'est clair. Là, je peux te dire que ça ferait, tout le monde s'énerverait, etc. Et je comprends pas, en fait, comment Meta peut faire ça. Ouais. Quand t'es pas leader sur le marché, quand t'as pas, voilà, en plus, c'est un super produit, leurs lunettes. C'est vraiment ça. Mais ils sont pas archi-leader sur le marché. Non, et puis c'est un business naissant, tu vois. Je veux dire, c'est encore fragile. C'est pour ça que pour moi, c'est une sorte de ballon d'essai, quoi, si tu veux. Et en fait, alors moi, je suis pas sûr que l'Union européenne qu'ils mettent leur nez. C'est le marché qui va décider. Voilà, si les gens estiment qu'on nous vend des options supplémentaires et que ça vaut pas le coup, les gens ils achèteront pas, c'est tout. Et puis ils iront à la concurrence et ils auront bien raison. J'ai X abonnements IA, je vais pas en rajouter. Non, plus. Mais il y a pas d'obligation. On nous met pas un pistolet sur la tempe non plus. Sur des lunettes, t'as les lunettes, à un moment,
T'as pas vraiment le choix en fait là. Non, mais ce qui va se passer, c'est que finalement, comme on va avoir une concurrence dans les lunettes connectées, voilà. tu vas avoir d'autres modèles qui vont offrir cette fonctionnalité. Exactement. Et moi, je suis persuadé que dans 6 mois, Meta abandonne cet abonnement. Parce que franchement, Meta n'arrive pas en fait, Meta n'arrive pas à vendre des choses aux particuliers. Regardez bien, ils ont essayé de mettre des abonnements pour Instagram, pour Meta, c'est un bid monstrueux. Ils avaient essayé de vendre, je sais pas si vous vous souvenez de ces espèces d'écrans connectés là, je sais même plus comment ça s'appelait, ils en ont vendu 3, ça n'a jamais marché. Meta est pour je dirais l'inconscient des gens, c'est une boîte gratuite qui fait des réseaux sociaux, d'accord ? Là, on achète une paire de lunettes, on ne sera pas prêt à payer, à donner un abonnement à Meta pour avoir une fonctionnalité de plus. Non, c'est vrai. Moi, franchement, je n'y crois pas. D'ailleurs, ce qui va être assez rigolo, c'est voir la différence de vente de leurs lunettes sous marque Ray-Ban versus leur propre marque. Ouais, exactement. J'aimerais bien voir. Oui, si ça marche ou pas. Ouais. Non, mais tu vois, tu as ce truc. Je termine très rapidement là-dessus sur le fait que, en fait, c'est un fantasme de fabricants de hardware. C'est-à-dire tous les fabricants de hardware veulent nous vendre de l'abonnement, et on voit quand même qu'il y a une fronde des utilisateurs. Je vous donne un autre exemple qui a rien à voir. C'est dans le domaine des voitures. Vous savez, maintenant, on parle beaucoup de software defined vehicle, de voitures qui sont vendues finalement comme un produit, mais aussi comme une plateforme numérique avec plein d'options qu'on va pouvoir débloquer avec des mises à jour logicielles. Ça, tu vas débrider le moteur, par exemple, sur la voiture électrique. Tesla fait ça, par exemple. Ils te vendent des options par abonnement. BMW avait, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient lancé une option siège chauffant qui était payante. C'est-à-dire que tu l'avais, les sièges chauffants. Ils étaient dans ta voiture. Simplement, pour les débloquer, il fallait payer un abonnement. Je sais plus combien c'était, peut-être 20 balles par mois aussi. Mais ça a tellement hurlé de la part des utilisateurs qu'ils ont dû faire machine arrière. Donc je pense que là, en fait, vraiment c'est ça, c'est le marché et les consommateurs qui, peut-être en se plaignant et en allant à la concurrence, feront qu'on n'aura pas ce genre d'aberration. Voilà, c'est Tesla aussi qui fait ça. Hein. Oui, Tesla le fait aussi. Tesla, vous achetez une Tesla, vous pouvez avoir des fonctionnalités d'autonomie en payant. Il y a plein de trucs comme ça. Le FSD, c'est ça. Ouais. Limite, c'est une Tesla, t'as quand même beaucoup d'options, tu vois. Là, on parle de lunettes et on parle d'une fonction, quoi. Alors, tu dis 20 balles par mois. Ouais, c'est clair. Non, mais franchement, je trouve ça douteux, Mark Zuckerberg. Marco, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous écoute toutes les semaines, alors. On le salue quand même. Et en plus, on le salue, évidemment. Et depuis son bunker. Je suis pas sûr qu'il ait de la bière, lui, dans son bunker. Non, il fait boire tous les CD PlayStation 5 en... Ouais, c'est ça. Il fait boire de la bière. Non, vous avez pas vu cet extrait incroyable? Il raconte, il est dans une conférence et tout, il raconte un peu ce qu'il fait de son temps libre et tout. Et donc là, son trip, c'est de créer la meilleure race bovine pour faire le meilleur bœuf à manger au monde. Et donc il raconte qu'il fait des tests incroyables, il leur fait manger des noix de cajou parce que c'est une nourriture hyper dense et que du coup ça fait de la meilleure viande, et qu'il leur fait boire de la bière aussi. Et donc il explique, on leur donne le choix, donc soit elles ont de l'eau, soit elles ont de la bière. Il y a tout un truc et tout. Il parle de ça, il est absolument passionné, et donc son trip en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure race bovine pour faire de la viande. Mark Zuckerberg mange des steaks. Ben oui, moi, je absolument. pensais qu'il était non. qu'il était vegan. Non, il y avait alors une année. Il y avait un moment, tu te rappelles, il disait que il voulait tuer les animaux qu'il allait manger. Tout à fait. Enfin, il était dans ce trip, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il abatte son animal pour qu'il considère que c'est lui qui l'a tué, donc il peut le manger. Enfin, c'était son challenge, parce qu'il se donne un défi chaque année. Donc une année, c'était apprendre le chinois, et il y a une année, c'était effectivement tuer, ne manger que des animaux qu'il avait tués lui-même. Je ne sais pas s'il le fait toujours, mais en tout cas, à une époque, il le faisait effectivement. Oui, parce que là, tuer un bovin, il faut y aller, ouais. Faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez. C'est Mark Zuckerberg. Que voulez-vous? Il n'est pas tout à fait comme nous, quoi. Bon, voilà, c'est un humain, hein, attention. Hein. C'est pas un Terminator, c'est pas un robot. Hein. Il vient de la planète Terre, quand même. On enchaîne avec Apple. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Apple. Tim Cook, là, il vit ces dernières semaines de manière un peu, chaotique. Ouais. Chez Apple, hein, pas d'une manière générale. Non. Mais chez Apple, c'est un peu compliqué quand même. L'un des plus gros leaks de ces dernières années concernant Apple, quand même. Le Tata iPhone. Non, mais on sait quasi tout sur le prochain iPhone 18, Nico. En fait, ça a complètement fuité là, chez le prestataire d'Apple, là, Tata, qui fabrique en Inde... Le Tataphone. C'est pour ça que je disais le Tata iPhone. C'est qu'en fait, on a eu un Tatagate et des vidéos qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. On voit le produit en mode crash test, en mode Alors, c'est quelqu'un qui a des lunettes connectées d'ailleurs. Hein. Vous avez remarqué. Ouais.
Là, c'est filmé avec quelqu'un qui a une paire de lunettes sur lui. Ouais. Profitez-en parce que bientôt il pourra plus parce qu'il n'aura pas acheté l'option pour. Non, mais là, il filme. Là, il filme, ça va. Tu pourras pas. Mais bientôt, ce sera payant ça. Ça sera payant, ça Voilà. aussi. Donc voilà, donc là on voit tout, vous voyez tout, l'iPhone 18. Ouais. Non, mais Faut expliquer. le gars, juste une chose. Il est dans une usine, je sais pas moi, de conditionnement d'iPhone. Ouais. Et il a ses lunettes connectées sur le nez, quoi. C'est vrai que ça c'est étonnant. Ouais. C'est quand même Alors que toi, étonnant. quand tu vas visiter une usine en Chine, alors c'est en Chine, hein, là c'est là en Inde, là. Généralement ils font gaffe à ça. Hein. Mais bien sûr. Ils t'enlèvent, ils te font les poches. Hein, Non, mais les c'est gars, surtout ils que font là, les alors poches, je sais pas en fait dans Les quelle montres aussi. mesure. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une énorme fuite de données chez Tata. En fait, il y a un data leak. C'est des Des téraoctets, non, téraoctets de data, dont très peu en fait concernent Apple, mais très peu, ça veut dire quand même des milliers et des milliers de fichiers. Mais il y a plein d'autres clients de Tata qui sont concernés. Ouais. Et dans les fichiers, il y a notamment, alors je sais pas comment ces fichiers se retrouvent là, parce que ça veut dire que c'était des fichiers de chez Tata, de quelqu'un qui a filmé dans l'usine les protos, enfin même plus que les protos, les modèles de l'iPhone 18. Ça me paraît quand même très très étonnant. Et après, il y avait plein d'autres documents, et notamment des documents industriels, donc des secrets vraiment de fabrication. Et c'est pour ça que c'est très embêtant pour Apple, parce que là, effectivement, on voit tout. C'est-à-dire qu'on voit l'appareil, on voit à quoi il va ressembler. Mais il y a aussi des informations, par exemple, sur la conception des puces. Donc c'est les puces 2 nanomètres, les A20. A20 Pro. C'est ouais. ça, A20 Pro. Ouais. Et ça, c'est quand même très 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 embêtant. C'est-à-dire que la concurrence va pouvoir aussi avoir d'une certaine manière accès à ces données, ouais. parce que c'est des données liquées. Oui, Encore c'est une pas fois, là, simplement que des photos volées d'iPhone, Voilà. où ça, bon, finalement. c'est pas bon, juste, ça t'as eu arrive assez deux, souvent. trois infos des sous-traitants. Là, c'est on vraiment, c'est rentre dans des les informations secrets volées. industriels d'Apple, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, alors là, la preuve c'est qu'ils prennent le truc vraiment au sérieux, c'est qu'en général, bon, ils laissent passer les leaks et tout ça. Et là, il y a un gros compte de leakers, là, donc c'est Ivy Leaks, qui est l'un des plus gros comptes de leaks sur Apple et sur les autres d'ailleurs, sur Samsung également. Et ils ont fait fermer le compte Apple. Ils ont réussi à faire fermer le compte, carrément. ce qui n'empêche rien, parce que les fesses 13 ans, de toute façon, il y en a partout. Mais ça montre bien qu'ils sont quand même très embêtés par cette histoire-là. Là, on voit bien que c'était pas organisé, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on sait alors parce que c'est bien sympa toutes ces vidéos, mais on apprend quoi sur ces nouveaux On iPhones? a appris pas mal de petits trucs. Hein. Déjà, bon, tu as la partie Dynamic Island. Déjà, même format. Hein. On va regarder, on reste sur les mêmes tailles d'écran, hein, 6,3 pouces, 6,9 pouces. D'accord. Celui qui a surtout leaké, Fuité. c'est l'iPhone 18 Pro. Voilà. D'accord. Réduction de Dynamic Island de 35%, le petit Donc, plus emplacement. petit. Voilà, la Ok. caméra Face ID sera derrière l'écran comme on le supputait depuis quelques mois. L'écran ne bouge pas. L'appareil photo à ouverture variable. On reste sur du 48 mégapixels, mais ouverture variable. Donc, voir ce que ça donne. Parce que l'ouverture variable, c'est pas mal, mais sur un tout petit capteur, Qu'est-ce que ça apporte? je sais pas ce que ça va vraiment apporter. Hein. Bon, D'accord. ça permet, pour nos lecteurs, hein, ça rappelle profondeur de champ, mais ça fait rentrer plus de lumière. Oui, oui, oui. Voilà, c'est C'est mécanique, ça, ou c'est soft? moi, Je à mon sais avis, ça va être C'est mécanique parce hein. qu'en fait, il C'est faut comme fermer. Ouais. En fait, il y a une obturation. qui va s'ouvrir et se fermer en fonction. Waouh. Mais vous avez ça sur les téléphones chinois. Hein. Ah oui. C'est pas voilà. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau, hein. Mais fait par Apple, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Puce Voilà. à 20, gravé Alors, en 2 nanomètres ah bah, par voilà. TSMC. Alors, ce qui est assez intéressant sur la puce, c'est qu'on a appris des infos sur la conception de la puce, qui commence à basculer sur une conception chiplet. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. En fait, c'est au lieu d'avoir un processeur que vous fabriquez à la chaîne et il y a une seule puce et vous foirez sur une partie du corps et il y a un des corps qui ne marche pas, vous êtes obligé de tout mettre à la poubelle ou repasser pour pouvoir le downgrader, pour le mettre dans un produit entrée de gamme. Là, en fait, vous faites un pulse de processeur. En fait, c'est un processeur en pièces détachées. Ah, ok, Voilà, d'accord. c'est ce qu'utilise Intel, c'est ce qu'utilise D'accord. AMD. Et tu assembles après tous Voilà, les. tu assembles. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, tu as un 16 cœurs, Ok. au lieu de fabriquer un 16 cœurs, tu fais 2 x 8. Comme ça te permet, donc industriellement, ça te permet tu les poses sur une plaque, ça te fait un 16 Ouais, cœurs. ouais. Et si tu as besoin de produire des 8 cœurs pour, par exemple, un MacBook Neo 2, Ok. Bah, tu prends que 8 cœurs et non pas 16. voilà. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Donc c'est un software ouais. industriel, hein, ça c'est. Ok. Voilà. Bon après voilà, c'est pas nouveau, mais on sait et qu'est-ce qu'on. Il y aura plein de sait nouvelles d'autre. couleurs. Il y a plein de nouvelles couleurs, Ouh. dont le nouveau fameux Cherry. Dark Cherry. Dark Cherry, voilà. Black Cherry, ok. Ils auraient pu quand même leaker l'iPhone pliant, non? Parce que là, on voit rien du tout là-dessus. Peut-être pas fabriqué chez Tata. Alors,
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'Inde fabrique maintenant les iPhones de dernière génération, mais pas les plus complexes à fabriquer. Et je pense que l'iPhone Ultra, qui serait le nom de l'iPhone pliant, lui, à mon avis, serait toujours fabriqué en Chine, chez Foxconn, qui a, on va dire, le nec plus ultra en termes d'assemblage et d'expertise pour ce type de produit. On aura peut-être d'autres leaks d'ici septembre, hein, on n'est pas à l'abri. Hein. Ouais. Bon, alors ça, c'est la première mauvaise nouvelle pour Apple. La deuxième, qui nous concerne un petit peu plus, parce que finalement, les leaks, bon, on s'en fout un peu, tant pis pour eux. La deuxième va nous impacter directement. C'est le coût des produits Apple, Anthony. Ouais. Et là, en plus, Apple, d'habitude, est plutôt silencieux. Là, ils ont dit... Voilà, les prix vont augmenter. Attendez-vous à avoir une grosse claque. C'est parti. Tout augmente, sauf les iPhones pour l'instant. Pour l'instant. Insiste bien sur le pour l'instant parce que ça va venir. En septembre, bien évidemment, tout ça va exploser. Ouais. Et la hausse des prix, Anthony, elle n'est pas anodine. Ah non, elle douille vraiment. Là, c'est entre 15 et 25% d'augmentation sur tous les produits, tous les iPads et tous les MacBooks. En gros, il n'y a pas encore de hausse sur les AirPods, ni sur les Apple Watch, ni sur les iPhones, mais ça va arriver, c'est absolument une certitude. Je donne quelques exemples comme ça, on le voit pour ceux qui nous regardent, le MacBook Air qui passe de 1199 à 1399. Allez, 200 balles. Merci. Plus 200 quand même. L'iPad de base de 389 à 509, l'iPad Pro 1119 à 1319, et même le MacBook Neo dont on a beaucoup parlé, le fameux entrée de gamme low cost, avec des gros guillemets pour low cost évidemment, qui était à 700 €, qui était très attractif, passe à 800 €. Ça reste attractif, mais c'est quand même plus cher. Et Apple, alors ils s'en cachent pas, pour le coup, ils mettent ça sur le dos de Ramopocalypse, vous savez, Ramageddon, l'augmentation, la pénurie de RAM qui a mené à un doublement du prix en l'espace d'un an. Et Tim Cook le dit très clairement, ils ont publié un communiqué en disant « Écoutez, on a essayé de préserver les consommateurs le plus longtemps qu'on a pu, mais là, les prix ont tellement explosé qu'on est obligé de les répercuter. » Bon, je mets des gros guillemets à tout ça. Évidemment, ils auraient pu répercuter ça dans leur marge, qui est quand même assez confortable par rapport à celle de leurs concurrents. Apple, ils ont des grosses marges. Mais c'est pas dans la culture d'Apple. Voilà, ils ont préféré faire douiller le mais même l'Apple TV passe de 169 à 229. Tout ce qui a de la mémoire, de toute façon, c'est l'apocalypse. Ah, c'est inévitable. Ça fait un an qu'on dit attention, ça va arriver. Et là, ça y est, on y est. Et ça y est, voilà, on sait pourquoi. De toute façon, c'est que toute la RAM a été piquée par les. N'oubliez pas, on va en parler dans un instant avec Lionel Costa. Ouais. Parce que évidemment le prix des PC d'une manière générale explose. Ouais. Il nous dira s'il reste encore des bonnes affaires à faire. Moi, sincèrement, je préfère une augmentation de 100 balles que ce qu'est en train de faire, par exemple, Microsoft avec la Surface. Ces Surfaces, vous avez vu, ils divisent par 2 la RAM. Oui, c'est ça, shrinkflation. Ouais, voilà. C'est pour rester. C'est un peu comme en supermarché. Quand t'as le blé qui augmente, oui, bien sûr. Soit il t'augmente les prix, soit il diminue le nombre de. Ta tablette de chocolat, elle passe de 200 grammes à 150. Voilà, elle est au même prix, en fait. Les petits lus, il y en a moins où il diminue de taille. Ouais. C'est la même chose. Voilà, donc Microsoft a fait l'inverse. Et ça, c'est moins bon parce que quand même l'expérience. Ouais. Aujourd'hui, avoir un PC avec un 8 Go de RAM. Ouais, sous Windows 11, c'est pas gagné. Surtout, t'as vendu de l'IA, des trucs comme ça, là, c'est mort. Puis là, le problème, c'est que c'est pas fini, quoi. C'est-à-dire que, alors, on se demande tous quand est-ce que ça va continuer, pendant combien de temps et tout, parce que la RAM, le truc, c'est que jusqu'ici, il y avait des cycles. Les cycles, à un moment, ça rebaissait très fortement, et donc il y avait des effets d'aubaine pour les consommateurs. Là, on voit que ça va vraiment pas être tout de suite. Il y a eu la publication des résultats financiers de Micron, donc qui est l'un des 3 fabricants de RAM, qui annonce qu'ils ont signé, alors je crois que c'est pour $100 milliards de contrats avec des géants de l'IA, parce que la RAM, on la trouve dans les data centers, avec des prix bloqués jusqu'en 2030. Donc ça veut dire que jusqu'en 2030, c'est sûr, ils ont un catalogue et tout est booké et tout est vendu. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de baisse de prix tout de suite, c'est évident. Et pendant ce temps-là, ces fabricants de RAM, ils brassent beaucoup d'argent. Je rappelle que SK Hynix, les primes d'intéressement et participation chez SK Hynix cette année, pour les salariés, c'est 400 000 € de moyenne. Voilà. Pas mal, hein ? C'est pas mal. Ouais, une prime de 400 000 €. Ça fait plaisir. Et pour le 18 Pro, il y a quelques rumeurs qui annoncent l'iPhone 18 Pro à minimum à $1,300, voire $1,400. Ouais, donc, ça va être chaud. Bon, on verra tout ça en septembre. Ça va être la douche froide, à mon avis, en septembre. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi cette petite révolution dans la recherche, avec une fonctionnalité qui existe aux États-Unis depuis pas mal de temps et qui va arriver en France, en Europe. Google l'a confirmé, c'est le fameux Google
Search AI ou Overview, comme vous voulez, c'est-à-dire que lorsque vous tapez dans le champ de recherche quelque chose, par exemple, je sais pas moi, trouve-moi 2 restos dans le coin de Pizza à Paris. Avant, vous aviez des liens qui tombaient et vous cliquiez sur le lien du resto qui vous intéressait. Là, vous allez avoir une réponse générée par l'IA et dans cette réponse, il y aura de l'information qui aura été puisée sur différents sites. C'est ça. Et alors, on peut s'en réjouir parce que pour les utilisateurs, c'est peut-être sympa, mais ça va foutre la pagaille, cette histoire-là. Ah bah c'est clair, il y a plein de gens qui sont pas contents, notamment les éditeurs de presse, tous les éditeurs de sites internet d'une manière générale, parce que le gros changement, tu le disais, c'est très bien pour l'utilisateur dans le sens où souvent tu vas avoir ce petit résumé qui est très bien fait par l'intelligence artificielle et qui va te satisfaire en fait. T'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin et donc la conséquence directe de ça c'est quoi ? C'est que les gens ne cliquent plus sur les liens et donc ne vont plus sur les sites internet. Et toute l'économie qui vivait du fait d'avoir un trafic qui était dirigé vers eux par Google, d'une certaine manière va être asphyxiée. C'est vrai pour les sites de presse notamment. Je ne vais pas être trop corporatiste, genre, tout le monde est bouleversé par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de raison que les médias en soient épargnés. Mais de fait, ça va être un changement absolument majeur. Ça, c'est une certitude. Alors, Clubic, évidemment, toi, au cœur du truc. Mais nous, déjà, on est déjà impactés parce qu'en fait, Google fait la pluie et le beau temps. C'est que, en fait, quand vous faites une recherche aujourd'hui, vous avez plein de tableaux de prix qui apparaissent et l'information qui diminue. Vous faites le tour autour de vous, vous posez la question, vous cherchez une information sur Google, il faut aller sur la page 2, la page 3 maintenant pour avoir l'information. Donc là, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on va passer d'un moteur de recherche à un moteur de synthèse, en fait. C'est-à-dire que vous allez poser une question, ça va faire comme une réponse, comme quand vous posez la question à ChatGPT ou à Perplexity. Il va vous répondre en disant, la réponse c'est ça, avec des petits liens, tout petits, et voilà. Et en dessous, après, vous aurez au niveau de l'interface, on retrouvera, pareil, les liens classiques. Mais tout le haut de la page, en fait, c'est Google qui va vous donner l'information pré-mâchée et sans vous renvoyer sur les sites des médias. Donc là, pour nous, ça va être très compliqué. En allant en plus puiser. Alors c'est tout le problème. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être corporatiste, mais il y a un moment où c'est vrai que les géants de l'IA sont pas très justes dans la façon dont ils se comportent d'une manière générale. C'était le patron du New York Times qui a donné une conférence et qui faisait cette comparaison que je trouvais assez intéressante. Il disait, en fait, il faut plusieurs ingrédients pour concevoir un modèle d'IA générative. Il faut évidemment des data centers, il faut des GPU, il faut de l'électricité, et puis il faut de la data, il faut de la donnée qualifiée, notamment celle des sites de presse, mais pas seulement évidemment. Et il dit, ça viendrait pas à l'idée d'OpenAI ou de Google de se brancher clandestinement sur une centrale nucléaire pour alimenter leur modèle. Ça leur viendrait pas à l'idée de voler des cargaisons de GPU Nvidia. En revanche, pour les données, les siphonner gratuitement et les régurgiter à l'envie sans rémunérer personne. Oui, parce qu'elles sont libres d'accès, ça pose pas de problème. Elles sont libres d'accès. Voilà. Non, mais c'est un sujet. Mais c'est un sujet. Il suffit qu'il y ait un bot qui scanne tout ça. C'est terrible. Et au-delà de ça, en fait, c'est qui choisit les sources pour vos réponses. Vous allez poser des questions, en fait. Et peut-être que si tu vois, à la rentrée, je tape dis-moi ce que tu penses de l'iPhone 18 qui vient de sortir, peut-être qu'il y aura 50% de cette réponse qui sera issue de Clubic. Mais je ne le saurais pas. Mais en fait, il y aura peut-être 50% qui seront aussi issus d'un site que vous ne connaissez pas et qui est pas terrible. Mais oui, on ne saura pas. Vous n'aurez pas forcément une information fiable. Non, c'est sûr. Et comme tout le monde est pressé, tout le monde, donc du coup, ça arrange tout le monde, en fait, aussi que globalement, on soit un peu moins pointilleux sur la source des informations. C'est compliqué, parce que si tu imagines le traitement du Covid, tu as un traitement version Dr Fauci ou version Donald Trump. Ouais, c'est pas pareil. L'IA, elle peut commencer à inventer des choses. On y reviendra évidemment parce que c'est un vrai séisme qui se prépare et qui aura un impact, ça c'est clair. Pour dire que c'est déjà en place dans beaucoup de pays. Oui, bien sûr. Nous, on est les derniers, congolois, parce qu'on fait peur à Google, on a montré les dents, etc. Et aujourd'hui, les résumés IA, ça à peu près 14% des résultats de requêtes sont sous forme de résumés IA. Donc tout ne va pas basculer sous forme de résumé IA. Mais petit à petit. Mais on y va. C'est comme la dématérialisation. Voilà, c'est pareil. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony Morel, merci Nicolas Guyot. Et on vous retrouve à la fin de ce De quoi je me mêle en version audio pour les quelques minutes supplémentaires. On va parler de foot. Ah oui, c'est la Coupe du Monde. Il paraît que le ballon là, qui virevolte sur les stades est plein de technologie. On en parle donc dans le bonus. Et puis vous restez avec nous. Justement, est-ce qu'on peut faire encore de bonnes affaires dans le monde du PC? Lionel Costa du Labo Fnac nous dit tout dans une seconde. Merci d'être là et à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.